On est en direct d'Hendaye. Ce que vous voyez là, c'est la cabane de la ZAD. Les mains sur le volant! Les mains sur le volant! Il y avait 23 blessés. Ouais, mais on sait la part de LBD ou pas, s'il y a des gens touchés? Moi, les 4 que j'ai vus blessés, c'était LBD. Si aujourd'hui il y a de plus en plus de ces médias-là, de ces types de médias-là, c'est qu'il y a un besoin. On a finalement des journalistes qui sont des journalistes de préfecture face à nous. Donc à choisir entre être un journaliste militant ou un journaliste de préfecture, je préfère être un journaliste militant. Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous donnez de l'argent pour que ces gens-là puissent travailler? C'est ça la question qui me semble beaucoup plus intéressante que de se plaindre de gens qui, de toute façon, c'est clair, sont en train de perdre de leur influence. Partout, nous sommes nombreux à refuser ce capitalisme, nombreux à porter les alternatives. Vous ne nous autorisez pas à manifester, mais la liberté de manifester en démocratie, elle est fondamentale. Nous irons manifester à Bayonne, même si c'est interdit. Pas assez actif contre le réchauffement climatique, selon ces militants écologistes. Pourquoi est-il à l'envers? Je crois qu'il ne mérite pas d'être à l'endroit. Les portraits sont là pour vous montrer que Macron est entre les mains du peuple. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, en France, au lieu de tout faire pour relocaliser la production, on soutient des accords de libre-échange comme le CETA. On en a marre des beaux discours. On en a marre d'être endormis par des paroles déguisées. Marre de ne pas être entendus et écoutés par les gouvernements. Ils défendent des symboles, nous défendons la vie. Oui Véronique, en effet, il faut un peu de muscle et beaucoup de collectifs pour porter cette charpente entière. On est en direct d'Hendaye. Ce que vous voyez là, c'est la cabane de la ZAD qui a été faite sur la ZAD, qui s'appelle l'Ambasada. En fait, c'est une réplique d'une cabane qui existe déjà sur la ZAD et qui du coup a été amenée spécialement pour le G7 et là qui en fait est en train de se rendre au port de Hendaye, là où il y a les rencontres intergalactiques. Sur la plage abandonnée, barricade et LBD. Voilà où situe le port de la Caneta, juste à côté de la gare d'Hendaye.
il faut pas. Elle est en défaut de permis, elle n'a rien à faire sur la voie publique avec un véhicule, enfin du moins en conduite avec le véhicule, donc si on peut aller l'interpeller, ce serait pas plus mal. Les mains sur le volant! Les mains sur le volant! Devant le commissariat de Biarritz. Je suis le président du comité des harkis. Nous sommes là, nous ne sommes pas des violents, madame. S'il te plaît. Madame, nous ne sommes pas des violents. Monsieur, vous êtes sur un contrôle, là. Le fourgon qui a été recherché, avec en effet des affiches placardées sur les côtés du fourgon. L'État français nous a mis dans les camps de concentration où sont la grandeur et l'honneur de la France, monsieur Macron. Les camps de concentration, etc. Excusez-moi, pour moi c'est choquant, monsieur. Monsieur, juste une seconde. Non, les mains sur le volant! Les mains sur le volant! Nous ne tolérerons aucun débordement. S'ils surviennent, nous y répondrons. La ville de Biarritz ne doit connaître, durant ce sommet, aucun trouble susceptible de nuire au travail des autorités internationales. Sur les manifestations, ce serait une première dans le cadre des sommets de G7 et ce serait un grave précédent pour les libertés publiques. Son garde à vue par jour, ça serait déjà très important. On l'a même pas vu pendant les Gilets jaunes. Évidemment, la tentation de l'État, c'est de faire en sorte qu'on mette une sorte de chapeau sur tout ce qui va se passer et que rien ne sorte. Mais effectivement, on sera là pour faire en sorte que les libertés individuelles soient toujours non impactées, en tout cas au minimum. Nous, comment on réagit, c'est de dire que le contre-sommet qu'on a souhaité organiser se construit dans un consensus d'action qui se veut non violent, pacifique, mais néanmoins déterminé. C'est là, tiens, regarde. Ça doit être sa voiture, là. Voilà le président. C'est lui, là. Américain.
il est là. Il est encore temps d'agir contre le réchauffement climatique. Et donc on a construit cette planète pour pouvoir la trimballer en vélo jusqu'au G7 de Biarritz. Il est encore temps Bordeaux-Gironde qui a lancé, on est un collectif citoyen sur Bordeaux qui faisons en fait les marches pour le climat sur Bordeaux. Et donc on a eu l'idée de dire voilà, c'est bien joli là au G7, on a des gens qui ont voté, qui ont signé le CETA, qui continuent à faire du nucléaire, notamment au Japon. On s'est dit tout ça, ça ne va pas à l'encontre de ce que l'on attend, nous, citoyens, avec le risque du réchauffement climatique. On s'est dit qu'il faut amener cette planète là-bas pour faire aller la parole, pour qu'enfin ces gens du monde nous écoutent. Le rapport du GIEC, c'est de ne pas dépasser 1,5 degré. On sait que ça va augmenter, c'est déjà trop tard là-dessus. Par contre, il faut limiter au maximum. Même les 2 degrés, on n'est pas sur cette ligne. Et dépasser ces 2 degrés, nous aurons une partie de la France qui ne ressemblera plus à ce qu'elle est actuellement, rien qu'en France déjà. On peut dire pour conclusion, quand vous voyez la caravane passer dans votre ville, si vous êtes en vacances, eh bien venez la suivre, venez un petit morceau. C'est bien sympa en plus, voilà. C'est très amical, voilà, on se fait plaisir aussi sur cette caravane. Merci David pour ces précieuses informations. TB33 suit la caravane de la planète, on va la suivre jusqu'au G7 et on vous tiendra au courant étape par étape de nos lieux, de nos rendez-vous et on essaiera d'avoir des gens qui veulent bien parler en direct sur cette antenne. Alors, on vous montre un petit peu et nous allons, voilà, et c'est tiré par des vélos. Près de 30 km sont tirés par ces vélos. Si aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui créent des médias citoyens, qui veulent devenir journalistes ou apporter une information, en tout cas c'est le boulot du journaliste, comme Gabin, comme Gaspard Glanz, comme et ça peut être très politisé, Alexis Kraland, et ça peut être aussi très politisé, comme Révolution Permanente, comme voilà. Si aujourd'hui il y a de plus en plus de ces médias-là, de ces types de médias-là, c'est qu'il y a un besoin. Et ce besoin-là, c'est quoi? Ce besoin-là, c'est que on raconte nos vies, on raconte nos histoires. Et dans nos histoires, effectivement, il y a la question qui revient souvent et beaucoup, c'est la question de la violence sociale et de la violence policière. Et le 1er mai dernier, j'étais allé manifester donc pour la manifestation du 1er mai, et je me retrouve après la manifestation, place Contrescarpe, pour un apéro avec des copains pour débriefer un peu sur la journée. Et à ce moment-là, on se fait encercler par des CRS et il y a voilà, donc, des policiers, ce qui pour nous étaient des policiers en civil qui ont débarqué à ce moment-là. Moi, je sors mon téléphone pour filmer et il se trouve plus tard que c'est un proche collaborateur du président de la République, Alexandre Benalla. Et réellement, aujourd'hui, on a des médias et des journalistes de presse et des journalistes de télévision qui, quand il y a des violences policières, quand il y a des affaires qui concernent l'extrême gauche ou la gauche, font des copier-coller des communiqués du préfet, sans aller, comme si, quand une source policière ou une source préfectorale, fallait pas la recouper, c'était la vérité. Là, il y a un vrai problème. Et donc, on a finalement des journalistes qui sont des journalistes de préfecture face à nous. Donc, à choisir entre être un journaliste militant ou un journaliste de préfecture, je préfère être un journaliste militant. Est-ce que les journalistes doivent être au chômage pour parler du chômage? Est-ce que les journalistes doivent prendre des coups pour parler des coups? Si c'est le cas, c'est la défaite du métier. Et en même temps, monsieur a raison de la poser, cette question, parce qu'on a l'impression que c'est ce qui se passe. Il faut aussi comprendre qu'il y a ce climat-là, c'est-à-dire une précarité terrible, une sociologie des possédants des médias qui est très proche du pouvoir, et il y a moins qu'avant de grands médias établis de contre-pouvoir. Mais, heureusement, il y a Gabin, il y a le média, il y a toi et ton équipe. Il y a aujourd'hui, il y a le média,
il y a Reporter, il y a Bastamag, il y a Mediapart, ça fait beaucoup à force. C'est pas une éruption, c'est un avènement et qui a modifié la donne sur les Gilets jaunes. Très clairement, la presse indépendante a modifié la donne. Et je crois que, si je peux me permettre, ne perdons pas de temps à discuter des médias. Les médias, face aux mutations, quelles qu'elles soient, n'y arriveront pas. Je suis désolé pour mes camarades. Les médias sont profondément conservateurs. Ils intiment, ils ordonnent à la société d'être progressiste, mais eux-mêmes sont extrêmement conservateurs. Donc on peut passer 3 heures à se plaindre des médias. Je pense plus intéressant d'essayer de comprendre pourquoi autour de cette table, il y a toute une génération qui est en train d'éclore. Comment cette génération peut s'organiser? Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous donnez de l'argent pour que ces gens-là puissent travailler? C'est ça la question qui me semble beaucoup plus intéressante que de se plaindre de gens qui, de toute façon, c'est clair, sont en train de perdre de leur influence. Je trouve qu'on leur prête depuis une heure beaucoup plus d'influence qu'ils n'en ont. Bonjour à tous, donc Gabin Formand, j'ai créé Vécu, le média du Gilet jaune, le 16 décembre 2018 du coup. Pourquoi? Parce que je voyais des gens s'accumuler avec des yeux en moins, des mains arrachées. Enfin, c'était un truc de fou et les médias n'en parlaient pas. Parce que moi je les voyais sur les manifs, les médias ils étaient là, ils les voyaient comme moi. Donc c'est pas normal, il y a un problème. Alors c'est une pigale de BFM va vous parler de retard à l'allumage. Alors ils n'ont pas de retard à l'allumage quand il s'agit de mettre en première page de tous les médias Brigitte Macron avec son épaule comme ça, dès qu'elle a un petit problème. Là il n'y a pas de retard à l'allumage. Je suis sorti moi-même avec un gilet jaune le 17 novembre en me disant c'est fini ce monde-là, j'en veux plus, quoi, c'est terminé, je m'en foutais de l'essence, rien à voir. Et j'avais pas vraiment suivi le truc, mais ça m'avait emmené. Je pense que ça a emmené beaucoup de gens comme ça. Voilà, donc on a monté Vécu il y a le 16 décembre. Aujourd'hui, on a quasiment 90 000 abonnés. Et donc on couvre maintenant les manifestations. Et puis on donne la parole à plein de personnes qui ont plein de choses intéressantes à dire. On l'a fait avec David Dufresne au début de son action. Voilà, on l'a fait avec plein d'intellectuels, etc. Et on n'utilise que le live Facebook, qui nous pose beaucoup de problèmes en ce moment, notamment au niveau du son. Voilà, on a souvent des problèmes techniques, donc je m'excuse auprès de ceux qui ont pu les subir aujourd'hui. On va essayer de s'améliorer. Une rentrée intense pour des forces de l'ordre déjà épuisées. Le syndicat SGP Police et FO tire la sonnette d'alarme. Dès après le G7, si on ne rentre pas dans la phase des états généraux de la police nationale, si on ne rentre pas, non pas avec des annonces à l'eau de rose, mais des véritables avancées en matière de temps de travail, conditions de travail, déroulement de carrière, amélioration du pouvoir d'achat, même si je ne parle pas d'indice ni d'indemnitaire, je parle quand même amélioration du pouvoir d'achat, notamment avec le déroulement de carrière, mais attention, ça sera un conflit social comme ils n'auront jamais connu dans la police nationale. Et ça ne sera pas une journée, 2 journées de commissariat fermé, mort, ça sera de périodes illimitées de commissariat fermé. On ne sortira plus que pour assurer, je dirais, l'intervention sur les crimes et les délits, mais tout le reste, vous savez ce qui sert notamment à approvisionner les caisses de Bercy, notamment, et là je pense notamment aux procès-verbaux, on n'y sera plus. Hier, Emmanuel Macron, vous faisiez référence à ses échanges avec la presse présidentielle, a eu ces mots. Je suis extrêmement vigilant sur la situation des forces de l'ordre, car notre pays a vécu des épisodes de violence. Cela doit nous conduire à repenser certaines méthodes d'intervention, à les relégitimer si besoin. Et bien voilà ce que répondent les policiers. Ils disent il était temps que cette prise de conscience soit verbalisée. J'ai même plus que d'avoir été entendu, j'ai le sentiment d'avoir été écouté par le président de la République. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on dénonce le mal-être policier. Et je crois même que j'ai entendu de par certains de vos confrères, il a repris le terme de l'agonie des forces de l'ordre. Mais effectivement, nous, on dénonce l'agonie des forces de l'ordre. Ça vient au bout d'une séquence où les policiers ont été énormément sollicités cette année. Ils ont des millions d'heures supplémentaires en souffrance et je pense qu'effectivement, il y avait besoin d'un discours pour
D'un mot, Serge, pour conclure. Non, Avant de retrouver notre dans long les format. déclarations de Macron à propos de ces questions policières, il y a plusieurs phrases très importantes dans ce qu'il a dit. Ce qui m'a le plus frappé, c'est cette étude qui est parue dans le Lancet des médecins et des spécialistes de la face qui critiquent l'utilisation des LBD et qui ont un article très frappant puisque c'est disant que c'est une extrême violence et que ça ne doit pas être utilisé globalement, qu'on ne devrait pas utiliser dans le maintien de l'ordre des LBD. Et donc Macron l'ait repris, me semblait très important puisque c'était la première fois qu'il y avait une mention sur le fait que peut-être que il fallait repenser le dispositif était en cause. Putain, il s'arrête, faut reculer, on est trop près, on va se faire niquer. Faut pas se faire embarquer, il reste une week-end. Oui, il va changer, il change. C'est bon, gaffe-toi, vieux. C'est pas militant. Ah, c'est bon. Journaliste. Allez, on recule. C'est back. Allez, on recule. Hop, on prend là-bas au niveau des véhicules civils. On court. Allez, allez, rapide. Hey, allez, rapide. 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 Entspann dich doch mal. Allez, hop. Ja, entspann dich, allez. Voilà. Au niveau des véhicules là-bas. Là, vous êtes sur une opération de police. Oui, oui. Mais c'est au niveau des véhicules. Allez, rapide. Rapide. Regarde dehors. Et là. Regardez, ça se passe comment. La plateforme en fait a négocié avec le sous-préfet pour qu'il se retire pendant qu'il y avait les charges quoi. Ouais. Ça a duré longtemps. Ouais, c'est ce que m'a dit Seb de l'Orga, il m'a dit qu'il était en contact avec le préfet directement. Oui voilà ouais. D'accord. Donc ils ont fait reculer les... Mais ils vont lancer une procédure, je sais plus ce que c'est exactement comme procédure, pour c'est pas une plainte mais quelque chose du genre par rapport à ce que les flics ont fait hier quoi. D'accord. Parce que, est-ce que c'est parti de quoi en fait ils sont arrivés comme ça les flics ou il y avait un groupe d'activistes qui commençaient à vouloir faire quelque chose? Pendant l'après-midi, il y a quoi? Il y a 200, 300 personnes qui sont allées bloquer un rond-point. D'accord. Après ça, ils étaient à côté de l'autoroute, ils ont voulu approcher de l'autoroute, c'était pas possible. Ils se sont retirés sans rien dire. D'accord. Puis il y a deux scooters ou motos de flics qui sont arrivés, mais en plein milieu du groupe, du cortège, vraiment en plein milieu. Donc ça a chauffé forcément. Ouais. Et après ça, ils ont continué. Les flics ont dû abandonner les deux leur moto. Ah ouais? Ouais, carrément. Non. Mais ils les ont laissés partir sans toucher à eux quoi. D'accord. Sans toucher à eux. Et après ça, la BAC, les gendarmes, ils sont tous arrivés. Ils sont tous arrivés et ils leur ont tiré dessus à travers les champs.
LBD? Ouais, pas mal. Il y a eu des blessés au LBD? Hier, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait 23 blessés. Ouais, mais on sait la part de LBD ou pas, s'il y a des gens touchés? Moi, les 4 que j'ai vus blessés, c'était LBD. D'accord, et tu les as vus blessés où? Dans les champs. À quel niveau? Je veux dire, aux jambes, à la tête? Aux jambes, et il y en avait un au torse. D'accord. 4 personnes touchées par LBD déjà minimum, quoi. Minimum, à mon avis beaucoup plus. Je pense que, à mon avis, plus de la moitié c'était du LBD. Oh là là. Ils ont tiré vraiment dans le tas. Quoi, à travers le champ, quoi. Bah, à travers le champ, il y avait eu ce moment-là, puis il y a eu le moment où ils ont attaqué le camp. À travers le champ, quoi. Oui, enfin, et après les blessés, moi que j'ai vu, c'était au niveau du camp, vraiment. Ah ouais. Donc oui, parce qu'au niveau du camp, ils ont continué à faire pareil. C'est Et dingue. en fait, du coup, donc il y a eu ces charges, ils ont interpellé pas mal de personnes. Et finalement, le groupe a réussi à se reformer pour revenir au camp, mais ils étaient suivis par la police. Donc nous, ils nous ont appelés. Donc on savait que du coup, ils arrivaient, qu'il y avait eu des problèmes et qu'il y avait les flics qui étaient là. Comme il y a 3 entrées dans le camp, on a décidé de se poster aux 3 entrées pour pouvoir les réceptionner et puis protéger le camp. Il y a des barricades qui ont commencé à être construites. D'accord. Ouais, je les ai vu les barricades en partant. Il y en a des belles. J'ai dû les escalader pour partir. Il y en a des super belles. Avec David Dufresne, on était avec David Dufresne et David Dufresne est tombé. Je voulais le prendre en photo, mais il m'a pas laissé faire. Il est tombé dans les branches. C'était très marrant. Oui, bah, j'imagine. Ouais, mais là, il y en avait plein. En plus, on était dans la nuit. Après, on n'y voyait plus rien. Et enfin, bref, du coup, tout le groupe est arrivé. Il y a pas mal de camions de police qui restaient cachés dans la corniche. D'accord. Et il y en avait 2 qui étaient pas très loin en fait. Et qui ont fait mine de partir, puis qui sont pas partis. Puis il y a eu des baqueux qui sont arrivés. Enfin, ça a été un. Des baqueux carrément? Ouais, alors moi à ce moment-là, je m'étais un petit peu reculée parce que j'étais en tongs, donc je voulais pas être trop devant. Parce que la plupart d'entre nous, on était pas du tout habillés pour le truc, oui. quoi. On était. Enfin voilà. Hein. Ouais, short tongs. Oui, voilà, vraiment rien du tout sur nous. Absolument. Et Okay. bon, finalement, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est que les gens ont commencé à se chauffer et ça a pété. Ouais. Et là, ils sont. Ça a duré combien de temps quand le conflit? Quand le groupe est arrivé, il devait être 19h30 à peu près. D'accord. Sachant que eux, je sais pas à quelle heure exactement, ils se sont fait pourchasser par la police dans les prés là. Ouais. Sur dans les petites routes quoi. Et quand ça s'est terminé, quand du coup là c'était sûr que les policiers ne réattaqueraient plus, il était 21h45. D'accord. Donc en gros 2 bonnes heures. Donc Après, sur le camp, il n'y a pas eu d'affrontement en touché entre les manifestants et la police. Ouais. C'était vraiment. C'était à distance. C'était à distance, c'était des jets de projectiles, Bah de ouais. munitions. Et la police qui gazait, lançait des grenades et tirait énormément au LBD, mais vraiment énormément. Ouais, ils s'en fait zizir. Oui, voilà, oui. Comment tu t'appelles? Tabata. Merci Tabata pour toutes ces infos. De rien. Ça va intéresser tout le monde. Ah mais c'était quelque chose. Ouais, c'est clair. Ouais, Bah, fais attention à toi aujourd'hui, faites attention à vous. Merci. Et puis on se retrouve sûrement. À quelques heures de l'ouverture officielle du G7 à Biarritz, les opposants à ce sommet se réunissent ici, à une vingtaine de kilomètres en dessous de Biarritz, à Hendaye, très exactement, à la frontière espagnole. Ils sont au moins plusieurs milliers à s'être regroupés aujourd'hui pour dire non à ce sommet du G7 qui réunira les plus grands dirigeants du monde. Et c'est ici qu'hier soir, il y a eu des vives tensions lors d'une opération policière après une manifestation spontanée dans les rues d'Hendaye. Il y a eu une opération policière qui a conduit à l'interpellation d'une vingtaine de personnes. 4 policiers ont été blessés, ça c'est l'information de la préfecture. Et selon les militants, il y a eu également une vingtaine de blessés du côté des militants. On veut montrer à ces 7 grands chefs d'État qui se réunissent aujourd'hui à Biarritz que nous sommes nombreux, forts, porteurs d'alternatives contre ce capitalisme qui détruit la planète et le vivant, pour que les photos et les médias puissent montrer au monde que nous sommes là même si Macron et Sanchez ne le veulent pas. Ce lieu est tout un symbole. C'est le symbole de ces murs qui sont montés par ces pays européens et qui empêchent les personnes de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. C'est un symbole de la solidarité de ce peuple basque
qui chaque jour au quotidien luttent, accompagnent ces personnes pour qu'elles puissent vivre dignement sur ce territoire. Partout, nous sommes nombreux à refuser ce capitalisme, nombreux à porter les alternatives, lutter contre le patriarcat, lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes, lutter contre cette crise écologique qui nous amène dans le mur, face à ces gouvernements aveugles, face à ces pompiers pyromanes qui préfèrent mettre l'intérêt de 7 pays au dépit de 7 milliards de personnes. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont fait que ce contre-sommet ait pu fonctionner, ait pu se faire. C'était un défi. On a voulu nous empêcher, on nous a mis des obstacles sur la route et pourtant aujourd'hui, nous sommes plus de 15 000 à nous être réunis pour montrer à Macron, Sanchez, Salvini et les autres que leur politique, on n'en veut pas. L'État nous a empêchés d'aller manifester à Bayonne. Je rappelle qu'ici on est en Daille, alors c'est très joli la côte basque, on est très content d'être là, mais on est quand même à 30 km de Biarritz. Ouais, on est quand même assez loin de Biarritz, on est à la frontière espagnole. Nous on avait demandé le contre G7, on avait demandé d'être à Bayonne, qui en plus c'est quand même une place forte des mouvements sociaux basques. Puis Bayonne qui est vraiment à côté de Biarritz. Voilà, c'est à proximité. Ils nous ont refusé, ils nous ont, tu es allé voir sur le camp, hein, tu as vu cette espèce de truc à 6 km sans réseau, enfin bon. Et du coup l'idée demain, c'est de dire, vous ne nous autorisez pas à manifester, mais la liberté de manifester en démocratie, elle est fondamentale, nous irons manifester à Bayonne même si c'est interdit. Donc demain, ce qui se prépare, c'est des occupations de places publiques, non pas la zone rouge qui est totalement barricadée, mais dans la zone bleue où les manifestations sont interdites. Zone bleue, c'est zone 2. Et tout va se passer effectivement selon la manière dont les forces de l'ordre vont réagir. Parce que là, concrètement, tu vois que quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de force de l'ordre à la manif comme aujourd'hui, bizarrement, tout se passe bien. Quand ils viennent sur le camp comme hier provoqué, bizarrement, ça part en couille. Donc c'est pour ça que la balle est dans le camp de l'État. Qu'est-ce qu'il veut Macron? Est-ce qu'il veut, je dis le G7 il ouvre ce soir, est-ce qu'il veut que devant les caméras du monde entier, on voit ce qui s'est passé cette année en France, des manifestants avec des mains arrachées, des yeux en main, des personnes de 73 ans bousculées par les forces de l'ordre? C'est ça qu'il veut montrer aux caméras du monde entier. Donc voilà, nous demain, on va affirmer qu'on est pour le droit de manifester, pour la liberté de circulation et qu'on ne se laissera pas intimider par les interdictions. Donc, pour l'instant, on ne peut pas te dire exactement quelle forme ça va prendre. Hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une manifestation sauvage qui est partie et les flics sont revenus avec les gens jusqu'au camp. Donc évidemment, le camp s'est senti attaqué, il y a eu forcément une confrontation. Mais ça prouve vraiment ce qu'on est depuis le début, c'est laisser les flics loin et tout se passera bien ici, quoi. Par contre, c'est sûr que si vous avez des flics qui encerclent le camp, vous ne pouvez pas vous étonner s'il y en a qui vont se prendre des cailloux sur la gueule. Évidemment, nous, c'est pas quelque chose qu'on encourage et qu'on cautionne, mais je veux dire, c'est ça qui s'est passé concrètement hier, c'est qu'il y a eu une provocation policière à la bord du camp. Ils ne sont pas rentrés dans le camp, hein, mais qui était vraiment à l'entrée du camp. À l'entrée du camp, il y a eu il faut savoir que dans le deal qui est passé avec l'État au départ, il y a l'idée que les forces de l'ordre ne rentrent jamais dans le camp, quoi. Et hier, ils se sont approchés vraiment à l'entrée. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont eu un peu peur. Il y a des gens qui ont profité pour se dire, bah tiens, c'est le moment d'aller se payer les flics, et donc il y a eu ce moment de tension. Mais pour résumer, si les flics ne viennent pas provoquer, il n'y a pas de problème. Parce que depuis le début contre le 7, il y a eu zéro problème. Je peux t'annoncer un scoop, contrairement à ce que racontent certains sur les réseaux sociaux qui disent les Black Blocs ont fait reculer les flics, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est les organisateurs du contre-sommet qui ont appelé le préfet et qui ont dit maintenant vous déconnez, vous dégagez les flics. On avait un accord pour que les flics rentrent pas sur le camp et les flics ont dégagé. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a une négociation, il y a par exemple le camp, il y a une convention qui est signée, nous on s'engage à un certain nombre de choses, les organisateurs, bon, et il y avait effectivement des deals qui étaient passés. Et c'est vrai que la promesse de la préfecture, qui a été assez respectée aujourd'hui, c'était de dire il y aurait une présence policière discrète. Bon, tu as vu que la présence policière pendant le reste de la semaine était loin d'être discrète, hein. Il y avait des hélicoptères en permanence, il y avait des flics partout. Mais voilà, là on le voit bien aujourd'hui. Par contre aujourd'hui c'est vrai qu'il est... Bizarrement il n'y a aucun problème. Les G7, les G8, les G20, c'est des grandes farces, hein. On sait très bien que c'est les pays les plus riches au monde qui se partagent le monde, les richesses, et ils ne ressortent jamais rien de bon pour les peuples, jamais. Moi, je le fais depuis 45 ans, j'ai fait Gênes en 2001, où j'ai failli mourir d'ailleurs.
nous, on nous met 15 000 policiers pour nous taper. J'espère que ça va continuer comme maintenant, mais on sait de quoi ils sont capables aussi. Merci beaucoup. Merci Geneviève, au revoir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, alors je suis contente que la jeunesse entraîne le flambeau. On peut voir les dirigeants du G7 ici représentés. Cette première question, notamment par rapport aux ONG, on sait qu'il y en avait beaucoup plus lors des précédentes éditions du G7, cette fois-ci beaucoup moins. Je sais que vous l'avez déploré en milieu de semaine, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu quel est le fond de votre pensée à ce sujet-là? Ce G7 était annoncé sur les inégalités, qui est une thématique de la société civile, des organisations et en particulier d'Oxfam, qui a mis ce sujet à l'agenda depuis des années. Donc on pouvait s'en féliciter. Le deuxième point, c'est qu'Emmanuel Macron avait dit ce sera un G7 inclusif et ouvert à la société civile. Le résultat des courses, c'est que ça a été ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que la thématique des inégalités est en train de devenir une coquille vide, juste un sujet d'annonce. Et le G7 ouvert et inclusif, ça a été 3 rendez-vous manqués annulés parfois à la dernière minute par Emmanuel Macron et un manque de concertation qu'on peut comparer avec ce qui s'est passé dans les précédents G7. C'est un format qu'on connaît, on sait, et Oxfam fait partie des organisations qui dialoguent toujours avec les pouvoirs publics, et là ça n'a pas été possible, clairement. Il y a des ONG qui ont été reçues, notamment hier à l'Elysée. Non mais aujourd'hui, hier, et c'était ça le problème, c'est pour ça que nous sommes très nombreux à avoir boycotté. Tous les grands réseaux, que sont le réseau Action Climat et Coordination Sud, n'ont pas participé à ce déjeuner, parce que c'était, et c'est regrettable, de la mise en scène, c'est-à-dire des images d'illustration pour dire voilà, on a parlé aux ONG, mais nous on n'est pas des potiches qui sont là pour le décor. À l'inverse, si on est ouvert à la discussion, c'est bien que c'est compliqué, qu'on va pas être d'accord sur tout, mais on a des propositions, notamment sur un des sujets qui est à l'agenda, qui est la question de la taxation des entreprises dans tous les pays où elles opèrent, pour donner aux pays du Sud les ressources qu'ils devraient avoir légitimement pour financer leurs services publics. Et ben là, on est ouvert à la discussion. On l'a été avec Bruno Le Maire notamment. Mais là, aujourd'hui, ce qu'a souhaité Emmanuel Macron, c'était mettre en scène une discussion avec les ONG, pas du tout la voir sur le fond et sur la réalité des dossiers. Par ailleurs, cette question des inégalités, pour un président français qui, avec ses décisions fiscales, a aggravé les inégalités au profit des plus riches, c'est un peu contradictoire. Donc il faut aussi mettre la lumière sur cette contradiction entre le discours et les actes. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait moins d'ONG qui soient reçues en 2019 que lors des précédentes éditions? Est-ce qu'il y a vraiment Honnêtement, je comprends pas. D'ailleurs, ça surprend tout le monde. Moi, je cherche une explication, surtout que des ONG comme la nôtre qui sont ouvertes au dialogue, c'est très étonnant et assez incompréhensible. Je crois que peut-être ça dénote une vision de l'action politique très verticale, de dire voilà, on peut décider tout seul. Nous, on est convaincus que la force d'une société, c'est le pouvoir citoyen. C'est ce qu'Oxfam mobilise au quotidien. Cette dernière question, on est là ici à Hendaye. Est-ce que vous vous sentez un peu mis à l'écart de G7 finalement, vous en tant qu'ONG? Nous, on a été effectivement mis à l'écart, mais ensuite l'ensemble de la société civile, l'ensemble de la population est mise à l'écart des 7 dirigeants avec des rangées de gendarmes et de policiers. On voit bien d'ailleurs, on peut dire c'est nécessaire pour la sécurité, mais ça a créé une ambiance très particulière. T'as creusé un tunnel à vous. On se laisse pas faire. Hein. Donc là pour le coup, il n'y a pas de manifestation de prévue à Bayonne. Hein. C'est pas comme ce matin. Hein. Donc et on est vraiment, toi qui connais bien le quartier, on est où par rapport à Biarritz là? Là, on se trouve par rapport à Biarritz, on est à 5 km de Biarritz, dans l'intérieur. Donc à la sous-préfecture. Ouais, c'est désert, c'est un truc de malade. On est sur une ville touristique en plein mois d'août, il n'y a personne. C'est une ville fortifiée, voilà. C'est une ville fortifiée ça se traduit de par quoi? 50 000 habitants et on a un quartier historique.
dans les remparts. En fait, c'est toute la ville est encerclée par ces remparts. C'est ça, Voilà. comme Avignon en fait. Hein. Voilà, une grosse partie de la ville. Parce que tu ramènes dans la ville. Et bien, tu as une dizaine d'accès hein, pour arriver à Bayonne. Rive gauche, rive droite et les ponts qu'il faut traverser. Voilà. D'accord. Normalement, c'est une jolie ville où tu as de l'ambiance, où les gens s'amusent et se promènent. Et là, ils ont réussi à faire de Bayonne une ville morte. D'accord. On est assiégé. Certains gendarmes ne veulent pas qu'on les filme. On peut repartir sur la droite. Bravo, continuez et puis. Comment? Bravo à tous les manifestants. Surtout. Ouais, exactement. Bravo à tout le monde. On oublie rien, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas. C'est bien en haut, hein.
te faire foutre. Fumier. Bande de fumier, s'il vous plaît. Et il se met à discussion. What happened? You okay? Dégage. T'es gaga ou pas? Tu vas me tirer dessus. Alors oh, ça va Cédric? Fumier là. Allô. Non mais c'est un bouffon. Gros bâtard, tu sais pas rien! Ah, de chien! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, non, non! Je ferme ton sac derrière, d'accord?
c'est bon, c'est bon. C'est bon, on se calme. On va rien faire, connard, on est cool. Ah, vous avez des merdes. On est pas des guerriers, nous. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des actes. Plus de sommets, plus de conférences, plus de discussions. Ils savent très bien ce qu'il y a à faire. Une politique massive d'isolation des logements, des transports collectifs en pagaille, des plans de financement de la transition écologique, il y a des propositions concrètes sur la table, de l'aide à la reconversion de l'agriculture industrielle, de la relocalisation et non pas des pactes comme le CETA ou le Mercosur. Ils savent exactement ce qu'il faut faire pour essayer de limiter les dégâts au niveau climatique, donc qui passent aux actes. Vous savez, il y a 17 ans, Jacques Chirac déclarait « Notre maison brûle et on regarde ailleurs » et tous ont aligné des beaux discours depuis. Nous, ce qu'on veut, c'est des actes. Et tant qu'il n'y aura pas d'actes, on mènera des actions déterminées pour dénoncer leur double langage. Ils se surnomment les décrocheurs de portraits. Plusieurs centaines de manifestants brandissent la photo officielle du président de la République. Emmanuel Macron, tête en bas, pas assez actif contre le réchauffement climatique, selon ses militants écologistes. Pourquoi est-il à l'envers ? Je crois qu'il ne mérite pas d'être à l'endroit. 128 portraits au total décrochés depuis le mois de février dans des mairies partout en France. Une action passible de 2 000 € d'amende pour vol en réunion. Celui-ci a été subtilisé dans un village du Pays Basque. Quand on décrochait un portrait comme celui-là, dans une mairie, on laissait un mur vide qui disait vraiment le vide de la politique climatique du gouvernement. Vous avez fait partie de ces équipes-là ? Alors je ne vais pas vous dire directement, je pense que... Voilà. Hier, Emmanuel Macron a appelé à la mobilisation sur l'Amazonie. La biodiversité est au programme du G7, mais ses militants s'inquiètent que les débats ne dépassent pas les déclarations d'intention. Ce retraité vit à Besançon, où la canicule a frappé cet été. On nous annonce dans 50 ans, sur l'Est, des températures entre 50 et 55 degrés si on ne fait rien. Donc il est temps d'agir, il est temps de se bouger. Les manifestants promettent de garder les portraits du président de la République tant que des mesures d'ampleur, selon eux, n'auront pas été prises pour protéger la planète. Et s'ils remballent les portraits, c'est pour ne pas les abîmer, parce qu'ils vont aller les rendre dans les mairies, là où ils les ont empruntés, afin de ne pas être poursuivis pour vol. Les portraits sont là pour vous montrer que Macron est entre les mains du peuple. Il oublie cela quelquefois. Entre les mains du peuple, rappelez-vous un certain document de 1789 qui dit « La souveraineté réside essentiellement dans le peuple ». C'est nous, le peuple. C'est tous vos lecteurs et tous ceux qui regardent vos communiqués. Et c'est ce peuple qui doit lui donner ces directives. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous faisons de la politique, mais nous sommes tous et toutes non violents. Et ces portraits retourneront là où ils sont venus quand on aura terminé cette cérémonie, si j'ose dire. Le monde, c'est pas la France toute seule. C'est le monde entier qui subventionne les industries d'extraction qui causent le CO2 à 10 millions de dollars la minute. 5 trilliards de dollars en tout chaque année va à ces énormes entreprises qui ne peuvent apparemment pas marcher sur leurs deux pieds. Si vous ne faites pas l'exemple, M. Macron, avec vos compagnons du G7, c'est un crime de non-assistance à société en danger. Donc si moi je suis là pour Greenpeace, c'est parce que quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron, nous avons commencé à voir poindre un double discours. Et aujourd'hui, ça se voit de plus en plus, et ça se voit à tel point que, y compris
dans la majorité de la République en marche. Ça se fissure de plus en plus. On l'a vu avec l'adoption du CETA au Parlement, où il y a eu tant de députés de la République en marche qui étaient mal à l'aise à voter ce traité de libre-échange si néfaste pour le climat et la lutte contre le dérèglement climatique. Donc ce double discours, c'est ce qui nous a amené avec d'autres organisations, notre affaire à tous, Oxfam et la FNH, à effectivement lancer ce qu'on a appelé l'affaire du siècle, donc ce recours juridique intenté contre l'État pour son inaction climatique, à savoir le retard dans le développement des énergies renouvelables, le retard dans le développement d'une sobriété énergétique et une réduction de la consommation d'énergie, le retard dans les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre que sont le transport, le logement, l'agriculture, tout un tas de domaines qui faisaient que les émissions de gaz à effet de serre qui sont censées baisser rapidement ne baissaient pas en France. Donc ce recours juridique, il est en cours, ça va prendre du temps, mais en tout cas, nous on est déterminés à aller jusqu'au bout et tenter d'avoir cette condamnation en justice par une juridiction administrative de l'État français pour carence fautive en termes de lutte contre le dérèglement climatique. En attendant, on ne reste pas les bras croisés, tout le fait de multiplier un certain nombre d'actions et d'activités, ça passe par des grèves, et donc il va y avoir une grève pour le climat importante le 20 septembre, des marches, il va y avoir des marches importantes le 21 septembre, il va y avoir toute une semaine d'actions climatiques entre le 20 et le 27 septembre, ça passe aussi par des actions de désobéissance civile. Je pense aujourd'hui que l'état d'urgence est tel qu'il faut de toute façon tout tenter, tout essayer pour lutter réellement et sérieusement contre le dérèglement climatique. D'où la nécessité et l'importance de ce type d'opération et d'essayer de faire en sorte que le risque climatique devienne un risque politique pour le gouvernement Macron et qu'il n'ait pas le choix de faire bien mieux qu'il n'a fait jusque-là. Merci. Bonjour, je suis Cécile et donc comme on vous l'a présenté, j'ai moi-même décroché un des portraits d'Emmanuel Macron et je serai en procès aux côtés de Pauline et de 7 autres personnes à Paris le 11 septembre prochain. Comme vous l'avez compris, l'objectif de cette action aujourd'hui, c'est de casser l'image qu'Emmanuel Macron peut se donner sur la scène internationale de leader climatique. Le vernis vert qu'il applique sur sa politique sur la scène internationale, ce qu'il est exactement en train de faire au G7, il craquelle au niveau national. Et on se rend bien compte quand on regarde exactement quelle est la politique qu'il met en œuvre, que pire que de ne rien faire, en fait, il aggrave la crise climatique. Ça suffit pas de se porter leader par contraste au pire, comme Trump ou Bolsonaro, de dire qu'on va sauver l'Amazonie le lendemain d'un grand discours ou de lancer un hashtag Make the Planet Great Again. Ce qu'il faut faire, comme l'expliquait Suzanne, c'est aujourd'hui changer radicalement nos modes de consommation et de production. Et ça suppose des efforts de guerre, en fait. Et cet effort de guerre, il sera mis en œuvre que s'il y a une mobilisation collective d'une grande ampleur pour pouvoir le réussir. Or, aujourd'hui, on a un président qui ne fait que rassurer les gens parce qu'il ment. Il ment pour défendre son bilan personnel et il ment pour pouvoir rester au pouvoir. Mais nous, ce qu'on tenait à dire aujourd'hui, c'est que en fait, la politique d'Emmanuel Macron, elle est climaticide. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, en France, au lieu de tout faire pour relocaliser la production, on soutient des accords de libre-échange comme le CETA. Au lieu de prendre des mesures pour réduire drastiquement le trafic aérien ou de soutenir les propositions qui avaient été faites par les députés de supprimer les lignes domestiques quand il y a une alternative en train ou en voiture de moins de 4 heures, sous la présidence d'Emmanuel Macron, dans l'Hexagone, on refuse de taxer le kérosène. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, au lieu de miser sur le ferroviaire et les trains, on supprime les trains de nuit et on supprime les liaisons comme le train entre Rungis et Perpignan. Au lieu de prendre des mesures ambitieuses pour s'attaquer à la déforestation importée, sous la présidence d'Emmanuel Macron, dans l'Hexagone, on donne l'autorisation à Total de reconvertir sa raffinerie à la MED en bioraffinerie à l'huile de palme. Reconversion qui multipliera par 3 la consommation française d'huile de palme. Au lieu de lutter contre la surconsommation et l'artificialisation des sols, dans la France d'Emmanuel Macron, on favorise la construction de grandes zones commerciales comme Europa City, on favorise l'implantation de nouveaux entrepôts Amazon, et on s'oppose aux propositions des députés qui visent à réguler la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Au lieu de laisser les énergies fossiles dans le sol, dans la France d'Emmanuel Macron, on continue de subventionner les énergies fossiles. Je rappelle que cette année, c'est encore 11 milliards d'euros qui vont en subvention en France aux énergies fossiles. Et on refuse d'encadrer aussi les financements des banques françaises alors que son ministre de l'économie et des finances l'avait pourtant promis. À la lecture de tout ce bilan-là, Emmanuel Macron peut crier sur tous les toits qu'il peut sauver l'Amazonie, mais quand on est à la fois pompier et pyromane, on n'est pas crédible.
Bonjour, je m'appelle Esther, je suis de Youth for Climate et I can speak English after if you want. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est Nicolas Hulot qui démissionne. Signe supplémentaire que la politique de Macron est encore plus plate qu'envisagée. Ce n'est même pas qu'il ne se passe rien, c'est que la situation empire de jour en jour. On en a marre des beaux discours, on en a marre d'être endormis par des paroles déguisées, marre de ne pas être entendu et écouté par les gouvernements. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on est des millions à travers le monde à en avoir assez? On se rassemble, on réfléchit et on agit ensemble. On comprend qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour faire avancer les luttes pour les justices sociales et climatiques. Comme l'a dit Cécile tout à l'heure, on a bien compris que la politique de Macron n'était que du blabla et qu'il fallait passer à l'action nous-mêmes parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Nous, on le savons. Nous le savons, pardon. Même eux le savent. Ils ne peuvent pas faire semblant de ne pas savoir. Ils ne peuvent pas faire semblant de ne pas être conscients. Ils ne peuvent pas nous faire croire qu'ils font leur maximum. Et c'est ce qui nous a réunis le 8 septembre dernier pour marcher dans les rues pour le climat. Résultat, 130 000 personnes dans les rues de tout l'Hexagone. Mais ça ne s'arrête pas là. Toute l'année, partout dans le monde, des marches pour le climat ont fait trembler les sols. Avec des dates phares comme le 8 décembre avant la COP24 en Pologne. Ou encore les marches du 15 et 16 mars dernier. Le 15 mars avec Youth for Climate, ce mouvement international des jeunes pour le climat né de Greta Thunberg que vous connaissez sans doute tous déjà, qui a été suivi dans le monde entier. Le 15 mars, donc l'appel de Youth for Climate s'est intitulé « Pourquoi devrions-nous travailler pour un avenir qui n'existe pas ?» Et c'est ce genre de questions qu'on se pose tous les matins. Et c'est ce genre de questions qui nous bousillent l'existence. Ce qui a mené des centaines de milliers de jeunes dans les rues de tous les continents. Le lendemain, le 16 mars, la marche du siècle, organisée par la société civile, a réuni plus de 300 000 personnes dans les rues. Et donc un week-end similaire est prévu le 20 et 21 septembre prochain, comme en a parlé Jean-François tout à l'heure. Et j'espère qu'on se retrouvera tous là-bas et qu'on arrivera ensemble à faire bouger les choses. Bonjour, je suis Pauline d'Alternativa. I can also answer in English if you want. La colère exprimée dans la rue par les citoyens et les citoyennes est montée ces derniers mois dans l'Hexagone. Et elle ne s'arrête pas, attisée par l'injustice de la politique du gouvernement Macron. En octobre dernier, le mouvement des Gilets jaunes a émergé dans tout le pays, nous rappelant que les mesures écologiques ne doivent pas être prises sans y associer des mesures sociales qui vont protéger les populations les plus précaires, celles en première ligne du dérèglement climatique et qui vont en souffrir et qui souffrent déjà. Le 19 avril dernier, à Paris, plus de 2000 personnes ont bloqué pendant un jour 4 tours de la Défense. Total, EDF, Société Générale et le ministère de la Transition écologique et solidaire pour dénoncer l'alliance toxique entre les patrons des entreprises les plus polluantes et le gouvernement. Partout, sur l'esplanade de la Défense, a été affiché le portrait du président Macron, le président de la République des pollueurs. Si le gouvernement nous laisse faire aujourd'hui cette manifestation désobéissante, c'est parce que les caméras du monde entier sont là. Or, la répression et les gardes à vue contre les décrocheurs et les décrocheuses de portraits des militants non violents qui agissent à visage découvert continuent et les procès s'enchaînent. Nous sommes aujourd'hui 57 personnes à passer en procès. 2 ont déjà eu lieu et les prochains vont se tenir dès la rentrée. Donc le 2 septembre à Lyon, le 11 septembre à Paris où Cécile et moi nous allons comparaître, le 13 septembre à Orléans, dont les portraits sont juste derrière nous ici. La campagne des décrocheurs de portraits ne s'arrête pas là et la vague de procès qui s'annonce va être autant de dates de faire le procès de Emmanuel Macron pour son inaction climatique et sociale et la mise en danger de nos vies et celle des générations futures. Ils défendent des symboles, nous défendons la vie.